Bienvenue à tous. On dit des villes africaines qu'elles disposent d'une opportunité sans précédent de façonner un futur urbain durable, résilient et inclusif. Et pour y arriver, il faut répondre aux pressions intenses exercées par les populations et les activités économiques. Objectif, faire face notamment aux enjeux climatiques et sanitaires. Comment les villes peuvent-elles catalyser la transformation structurelle du continent? Analyse sur ce plateau avec Beaugrain Doumong. Vous êtes socio-ingénieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Gaëtan, bonjour à vos téléspectateurs et je vous remercie pour votre invitation. D'entrée, quand on parle de ville durable, que faut-il en retenir? La ville durable, c'est beaucoup de choses. La ville durable, c'est du bâti. La ville durable, c'est également de l'espace de manière générale. Et j'entends par espace la nécessité de concevoir le déploiement de l'urbain à travers l'assainissement, à travers les chaussées et à travers les personnes qui dynamisent en fait cet élan-là. Seulement, il faut considérer aujourd'hui que le monde se déploie dans une logique frénétique, dans une course au progrès au toujours plus, une sorte de course folle, finalement poussiéreuse dans son sillage de défis, notamment au plan environnemental. Et cela dans un contexte où l'humain se déchire, où la matière urbaine s'effrite, où la biodiversité se dégrade et où finalement on a l'impression que les agglomérations s'enflent et continuent de grandir sans agglomérer. Donc on est finalement dans une espèce de mosaïque de défis qui nous invite, me semble-t-il, à un retour à un certain nombre de fondamentaux qui gisent dans la durabilité et plus que jamais dans l'humain. L'humain étant l'aune ici à l'échelle de laquelle il est possible de quantifier l'épaisseur de la ville et spécifiquement de la ville durable. Et alors précisément, quels sont les leviers à mobiliser pour promouvoir simultanément un développement social et économique tout en assurant la résilience des services et des infrastructures et face à ce défi qu'est le changement climatique aujourd'hui? Le changement climatique est un défi systémique. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est la course du monde qui nous a menés justement dans cette trajectoire frénétique que j'évoquais tantôt à ce genre de défis-là qui finalement mettent l'humain dans une position difficile parce que l'humain doit être en mesure de se réinventer désormais dans un monde qu'il ne comprend plus, dans un monde qui est devenu extrêmement difficile à concevoir et à appréhender. Nous avons, au-delà des températures qui s'élèvent, nous avons également les précipitations qui croissent. Donc on arrive finalement à avoir des inondations et un certain nombre de catastrophes naturelles qui complexifient l'appréhension de la notion même du changement climatique. Et cela a un impact dans la ville parce que la ville est le lieu d'un certain nombre de mutations, d'un certain nombre de migrations également, qui a pour vocation à permettre aux humains de se déployer dans cet environnement-là. Et comment est-ce qu'on y arrive? C'est justement en positionnant en fait une logique de développement centrée sur la nécessité de penser la transition et la transition écologique. Et qui dit transition écologique dit justement logique d'ensemble. Donc il faut déjà qu'il y ait un cap qui soit fixé, notamment par les pouvoirs publics, et qui engage l'ensemble de l'administration, du secteur privé et des populations de manière générale dans une dynamique collective qui vise à aller vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière générale. Et cette réduction peut passer par différents secteurs d'activité et s'atteler aux différentes activités humaines de manière générale. Alors, et face à ces réalités, on se pose la question, quel modèle de gouvernance pour assurer ces missions? Justement, la transition écologique est avant tout un modèle de gouvernance. C'est-à-dire que à partir du moment où un État décide justement de se déployer dans une logique de transition écologique, il invite l'ensemble justement de l'appareil d'État et de ces différentes déclinaisons dans cette même logique-là. Vous prenez l'exemple d'un ministère des Finances, par exemple, qui aurait pour vocation à ne plus simplement se cantonner aux chiffres, mais aussi à penser le marché du carbone et à penser la contribution justement de l'État à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La transition écologique peut également se répercuter dans le secteur agricole, qui est un secteur extrêmement touché par les impacts du changement climatique, d'où la nécessité de la résilience. Résilience ici qui prend tout son sens dans la capacité que l'on peut avoir à permettre aux agriculteurs de s'adapter à ces aléas. Ça passe par de l'information, ça passe par de la donnée et ça passe justement par la diffusion d'un certain nombre de pratiques qui soient éco-responsables. Alors, vous évoquez des
des terminologies comme humanité déchirée, agglomération non agglomérante. Qu'est-ce que cela implique? Déjà, ceci est un vaste sujet. Maintenant, il faut comprendre que dans la dynamique urbaine qui est la nôtre, nous sommes travaillés par la double nécessité de contenir l'étalement des villes tout en maintenant intacte la capacité de leurs habitants à faire société. Et cela est important, pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne vivons heureusement pas seuls. Et n'étant pas seuls, nous sommes de fait invités à construire l'espace, à construire la ville avec l'autre, ce concitoyen qui nous est consubstantiel et dont l'engagement nous est vital. Et cela nous appelle justement à réinventer en fait nos modèles de pensée, nos modèles de comportements, à nous inscrire dans ce que nous théorisons comme étant les comportements bas carbone, lesquels vont nous appeler à une dynamique qui nous positionne comme étant des éléments de continuité par rapport aux autres, dans une dynamique commune, dans une dynamique qui se voudrait progressive et qui pourrait mener justement l'ensemble des personnes à se compléter les uns les autres, laquelle complétude passe par la communion des générations et passe par également l'exaltation de la mixité sociale qu'on pourrait concevoir comme étant le déterminant essentiel de notre urbanité. Alors, et comment consolider cet humain qui se déchire et renforcer ces agglomérations qui n'agglomèrent plus? La consolidation de l'humain, je pense, s'adosse avant tout à la mixité sociale. Parce que dans la ville, la ville est le lieu même de la diversité. On accueille des personnes qui nous viennent d'ailleurs et ce flot de population qui passent, qui vont et viennent font également l'épaisseur de la matière urbaine. Et c'est avant tout à l'échelle de l'humain que cela peut se représenter. Et donc, lorsqu'on est dans des espaces, notamment dans cette logique de décentralisation qui est la nôtre, on peut concevoir justement le développement des villes à de petites échelles, mais ce développement ne sera véritablement que si les hommes qui font cette ville sont en mesure de représenter une chaîne extrêmement solidaire qui les invite dans un élan commun. Et j'entends ici par élan commun la capacité à s'approprier l'espace déjà et à le construire dans une vision partagée, d'où la nécessité justement de la participation qui est vitale et extrêmement fondamentale au déploiement de l'urbain. Maintenant, pour ce qui concerne les agglomérations qui n'agglomèrent plus ou pas, je pense que c'est un terme qui est à la base celui d'Alain Lipietz, un député européen écologiste qui tentait, me semble-t-il, de problématiser l'étalement urbain, le phénomène de l'étalement urbain, en le pitchant dans cet assemblage de mots que j'aime bien personnellement et qui est à la fois une ironie et un oxymore. Maintenant, l'étalement urbain est une donnée, c'est un constat, c'est quelque chose qui est extrêmement établi et qui est palpable. Et on ne peut pas se limiter justement à le regarder comme tel, parce que c'est un problème. Et pour tout problème, il faut une solution. Donc si on est d'accord là-dessus, on peut s'aventurer sur le terrain de la solution en commençant d'abord par la considérer comme n'étant pas tacite, comme étant le résultat d'un parcours, un parcours auquel participent les différentes personnes qui font la ville justement, d'où la nécessité de cette participation que j'évoquais tantôt. On peut également interroger la nécessité pour la société civile de s'approprier en fait la question de l'étalement urbain et de sensibiliser les populations, laquelle sensibilisation est véritablement importante parce qu'elle préfigure l'action commune. Et au-delà de la sensibilisation, on pourrait même aller plus loin pour interroger l'État dans son rôle crucial et ce rôle régalien de définition et de clarification des limites de l'urbain. Parce que l'urbain n'a pas de définition consensuelle en Afrique. On pourrait parfois le regarder sous l'angle de la démographie et d'autres fois sous l'angle de l'espace. Donc cette notion de clarification et de définition est vitale pour pouvoir alimenter des politiques qui soient crédibles, qui soient cohérentes vis-à-vis des objectifs qu'on se fixe. Mais encore avant de se fixer des objectifs, je pense qu'il y a une étape qui est nécessaire, c'est celle d'un conclave qu'on pourrait imaginer. Le but étant d'exalter aussi la capacité des populations et des différentes parties prenantes de l'urbain dans une dynamique qui consisterait à définir justement le cadre autour duquel on peut penser le développement urbain durable. J'appelle donc de tous mes voeux. Alors, Monsieur Dumont, sur l'aspect humain, est-ce que vous pensez que une certaine, ce que vous appelez l'interhumanité devrait être la condition sine qua non? Effectivement, tout simplement parce que, comme le disait Paul Ricoeur, pour qu'il y ait du soi, il faut qu'il y ait de l'autre. De façon naturelle, l'homme naît dans un espace
qui l'amène justement à se mouvoir et à se développer à travers l'autre. Et c'est cette interhumanité, cette nécessité d'agir avec l'autre, cette nécessité de construire et parfois même de se représenter dans l'autre qui fait justement que l'humain est la mesure essentielle de la ville durable. Parce qu'il n'y a pas de ville durable sans capacité des hommes à se mouvoir ensemble. Il n'y a pas de ville durable si on ne mesure pas à l'échelle de l'homme les impacts justement que l'on produit. Et si ce n'est pas à l'échelle de l'homme qu'on peut avoir les comportements qui permettent de déployer une logique de transition, une logique de transition écologique. Les villes africaines se ressemblent les unes aux autres par rapport aux défis auxquels elles sont confrontées, de la nécessité d'aller vers des états généraux de l'urbain africain. Effectivement, je pense que ça rejoint un peu l'idée que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut penser un cadre véritable qui permette de déployer l'urbain en Afrique. Et déployer l'urbain en Afrique, c'est d'abord penser aux différentes spécificités qui entourent le phénomène de l'urbanisation de manière générale et à ces différentes interactions sur la vie dans la société. Et ce cadre-là pourrait justement être celui des États généraux de l'urbain. Et quels seraient alors les objectifs de ces États généraux ? Je pense que ces États généraux pourraient commencer d'abord par clarifier, comme je le disais tout à l'heure, les limites de l'urbain en Afrique. Mais à l'échelle d'un pays, il y a plus que ça. La ville est le lieu de nombreuses mutations, c'est aussi le lieu de nombreuses migrations. Et ces migrations sont issues des personnes qui se jettent sur les routes de l'exode parce qu'elles sont soit en quête d'un mieux-être, parce qu'elles fuient peut-être les catastrophes naturelles ou les zones de conflit. Et donc, lorsqu'on songe par exemple que dans la ville de Kampala, en Ouganda, dont l'emprise a quintuplé en 20 ans, on se déploie aujourd'hui dans une logique par rapport à Kisumu au Kenya, qui est une logique de conurbation. On pourrait imaginer à terme que cet espace se retrouve finalement devenir une seule ville qui s'étend sur 300 km. C'est dire si la problématique est grande. Quand on songe également qu'une ville comme Dakar n'a que 34% d'espace vert par rapport à l'échelle de son territoire, alors que dans une ville comme Lagos, on n'est que sur 3%. Quand on pense également au désert du Sahara, qui en un siècle, par exemple, s'est étendu d'une surface qui équivaut à peu près à la superficie du Nigeria, quand on pense que les villes se développent et s'étalent dans une logique qui les amène finalement à les notions qui nous permettent de dire que d'ici 2027, les villes pourraient avoir consommé sur un espace d'à peu près 20 ans, une superficie de 5,87 millions de kilomètres carrés. Imaginez 104 fois la superficie du Togo, c'est énorme. Quand on pense à tout cela, je pense qu'il serait important véritablement de revenir tout simplement à la nécessité de comprendre les phénomènes migratoires qui alimentent le développement des villes. Et comprendre les phénomènes migratoires qui alimentent le développement des villes, c'est d'abord cartographier les différents types de migration et ensuite d'analyser leurs impacts sur, par exemple, l'habitat précaire. Et je me permets, si vous le permettez, justement de m'étaler un peu là-dessus, parce que le continent se déploie dans un contexte sécuritaire qui est extrêmement difficile et qui nous amène à considérer que l'habitat précaire et les poches de pauvreté doivent être véritablement étouffées pour éviter justement que le développement de l'urbain ne s'aligne avec le développement de l'insécurité. Et vous savez que dans ces étoiles de Sidi Moumen, Maï Binbin a décrit en fait l'appartenance d'un certain nombre de terroristes des attentats de Casablanca au Maroc à un certain nombre de quartiers qui étaient des bidonvilles. Et donc, on comprend très vite, lorsque plus tard, Nabil Ayouch, dans un film que je vous invite à regarder, qui s'appelle Les Chevaux de Dieu, a décrit en fait ce phénomène et toutes les joutes, tous les procès qui se sont lancés, mettant au banc plus de 50 accusés et plus de 700 suspects. Peut-être qu'il essayait dans ce élan-là de garantir un repos paisible aux personnes qui sont décédées dans le cas de ces attentats. Mais au-delà de ceci, ce qu'il est important de retenir, c'est que nous devons tirer des enseignements et éviter que les quartiers précaires, les quartiers difficiles ne deviennent des poches d'insécurité. Oui, justement, comment guérir les villes africaines lorsqu'elles sont sous cette pression démographique? Justement, c'est en fait la pression démographique qui contribue justement à alimenter le développement de ces quartiers précaires. Pourquoi? Parce que la ville déçoit beaucoup.
je conçois bien que l'éleveur de Corbongou ou de Tandjouaré décide parfois d'abandonner ses activités pour se lancer à la quête d'un mieux-être, d'un mieux vivre vers les capitales. Mais si la ville déçoit beaucoup, c'est parce que les attentes sont souvent parfois trop élevées. Donc dans cet élan-là, dans cette mutation, dans cette translation qu'ils approximent souvent comme étant le déplacement vers le spa et qu'ils finissent par remarquer comme étant une incursion sur un champ de bataille, il est finalement important de comprendre que si l'urbain ou la légitimité du citadin se définit avant tout par l'accès à un emploi et un revenu stable et régulier, l'accès à un habitat, il faut finalement que ceux qui arrivent soient en mesure de s'approprier en fait ces mêmes avantages-là. Et étant donné que cela est difficile, il est donc véritablement important de mener en fait des actions qui consistent à limiter cette pression migratoire sur les villes et à travailler sur le social, sur l'éducation, sur la promotion des femmes dans ces différentes zones qui seraient identifiées comme étant difficiles, le but étant justement de permettre à travers les actions sociales d'étouffer le phénomène d'insécurité qui pourrait y naître. Alors aujourd'hui, les villes africaines explosent, la pression démographique est énorme. Est-ce que vous pensez que les États peuvent maîtriser ces flux migratoires ? Tout à fait. Mais il faut d'abord aller à la source des migrations, parce que les migrations ne naissent pas d'elles-mêmes. Il y a toujours des causes. Ces causes peuvent être liées justement à l'insécurité, aux catastrophes naturelles, comme je le disais tantôt, ou alors à la nécessité justement de fuir la pauvreté. Et en général, les personnes qui partent, qui se jettent de façon massive sur les routes de l'exode, viennent des milieux ruraux, qui sont des espaces moins développés que les villes. Et donc, elles partent à la quête de ce mieux-être que j'ai souvent évoqué ici, et qui consiste justement à avoir accédé à l'emploi, à un niveau de vie qui soit suffisant pour pouvoir supporter justement des personnes qui sont laissées dans des conditions parfois difficiles dans ces milieux ruraux-là. Et donc, lorsque on arrive justement à développer ces espaces, on arrive à étouffer en fait le phénomène en le supprimant à la base. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait avancer dans une logique étatique en mettant en place des programmes qui visent à scinder justement la problématique, à la comprendre de façon locale, à prendre en compte également les éléments d'ordre culturel qui peuvent contribuer justement à ces migrations pour pouvoir proposer des solutions qui visent à les dynamiter à la base. Et pour vous, le premier mal à traiter, c'est le phénomène urbain? Le premier mal à traiter, mais je préférais dire le premier défi à relever, parce qu'il s'alimente davantage à cause des migrations, lesquelles migrations ne permettent pas forcément justement d'approximer en fait cet élan-là à celui d'un développement qui serait cohérent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne comprend pas le phénomène migratoire, on n'est pas en mesure justement de proposer des solutions. Et donc, comme je le disais tantôt, c'est les conditions de vie en ville qui stimulent l'exode. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'avantage urbain que les économistes politiques approximent dans une logique peu ou prou similaire à la notion de urban bias. Et il faut anéantir cet avantage urbain-là pour commencer par agir de façon véritable et de façon localisée sur le phénomène migratoire et donc sur la maîtrise justement du phénomène urbain. Alors, quel est le principal défi que cette pression démographique fait naître dans les grandes agglomérations africaines? Au-delà de la paupérisation, c'est surtout le défi de l'étalement. Parce que des personnes qui arrivent ont besoin de trouver un travail, ont besoin d'avoir un revenu stable et ont besoin de se loger. Et en général, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elles commencent par chercher des espaces où s'abriter. Et c'est là que naît, par exemple, ce qu'on appelle l'habitat spontané, l'habitat précaire aussi. Et une fois que cette dynamique se densifie, on en arrive finalement à des bidonvilles qui généralement se retrouvent dans des espaces périurbains. Baugrain Dumont, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.